Et puis ensuite, ça a été Terre Humanisme. Terre Humanisme en tant que lieu qui est dans le sud de l'Ardèche et qui permet aujourd'hui de prodiguer des formations, qui est un lieu d'expérimentation que nous avons acheté sous la forme d'une SCI et qui gère les programmes internationaux, puisque nous avons des programmes au Mali, au Niger, au Burkina, au Maroc. On est appelé d'un peu partout, et en particulier, récemment, nous avons voulu nous impliquer en Europe de l'Est. Europe de l'Est parce que il se trouve que je me suis occupé d'un monastère qui s'appelle le monastère de Solan, que ce monastère de Solan, sur un domaine de 60 hectares, avec des moniales orthodoxes, est parfaitement bien géré et qu'aujourd'hui c'est un modèle qui a inspiré les orthodoxes roumains qui ont demandé à reproduire Solan. Et là, j'ai affaire carrément au patriarche donc de Roumanie qui me dit, nous on a 300 ou 400 monastères, je ne sais plus combien, et tous pourraient aussi adopter ces méthodes, vos méthodes, nous avons totalement confiance en vous, il faut engager cela. Alors on a rassemblé comme ça un certain nombre, donc on est dans à la fois comment délivrer un message, comment l'incarner et démontrer que c'est possible. Et aujourd'hui, il y a aussi des structures comme les Amanins, qui est un lieu dans la Drôme, un lieu établi sur 55 hectares et qui là rassemble un peu tous les paramètres, disons, de ce qu'on pourrait appeler les paramètres écologiques de l'organisation de vie. Une ferme avec 20 hectares cultivables, la forêt, etc., sur lequel on établit une sorte de village dont la capacité d'accueil sera comme une sorte de lieu de séjour, dont la capacité atteindra 300 ou 400 personnes accueillies, nourries, etc., avec les produits bio, avec une architecture entièrement écologique, la gestion de l'eau, gestion de l'énergie, une école qui fonctionne depuis 2 ans, parce que nous pensons vraiment que le lien de l'enfant relié à la nature, c'est très très important. Et donc ce lieu va ouvrir ce mois-ci, mois de juin. Donc pour la première fois, on va accueillir du public. Et c'est un lieu d'envergure, avec une grande salle de conférence, avec vraiment on a voulu vraiment avoir des lieux significatifs pour démontrer que autre chose est totalement possible. Il y a aussi l'initiative de ma fille, Sophie, qui a créé depuis 8 ans une école Montessori. Et parce qu'elle était, après avoir fait ses études universitaires, elle s'est intéressée, elle a voulu avoir une famille, et de fil en aiguille, ça l'a amenée à l'éducation. Et comme nous récusons beaucoup, sans remettre en question évidemment les âmes et les esprits qui essayent de faire pour le mieux dans les écoles. Moi, je suis très admiratif et très reconnaissant à des tas d'enseignants qui essayent pour faire pour le mieux, mais dans le cadre d'une logique qui finalement endoctrine beaucoup plus qu'elle n'éduque. Et donc du coup, eh bien, elle a réfléchi à ça, elle a créé son école Montessori qui fonctionne depuis 8 ans. Et puis ensuite, autre question, nous allons tous vers les retraites, vers la fin de vie, etc. Est-ce que ça doit se faire dans la dispersion? L'idée, ça a été de rassembler, de créer ce qu'on appelle le hameau des Buis, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Internet. Ça a consisté à acheter un mas avec 6 hectares de terre et 1 hectare voué entièrement, un hectare constructible, sur lequel sont en train de s'édifier, de pousser une vingtaine d'habitats pour des retraités ou des non-retraités, mais qui vont constituer une sorte de hameau solidaire et parrainant l'école et rapprochant les générations. Donc ça, c'est en train de pousser. Vous pouvez aller sur Internet, c'est en train de se mettre en place. Nous avons donc Solan, je vous ai parlé de Solan, 60 hectares, entièrement écologie. C'est un site d'ailleurs classé Natura 2000 parce qu'il y a des espèces et des variétés très intéressantes. Et la démonstration de ces sœurs, c'est valoriser un domaine, mais ouvrir le domaine à le considérer comme une sorte de laboratoire d'expérimentation d'intérêt général. Nous avons d'autres lieux dans le sud, évidemment, où on a un programme très large, un au Maroc qui va être très important et auquel je me voue de plus en plus. Et puis tout ça, toutes ces réalisations et tout ça, à un certain moment, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va fédérer tout ça? Comment faire que toutes ces initiatives soient reliées? Et on est parti de l'idée qu'il y a un arbre, un peu la métaphore de l'arbre, avec les racines, c'est les mêmes valeurs,
Le tronc, c'est le tronc commun, des branches et puis des fruits qui sont divers et nés du même souffle, de la même énergie. On s'est dit, il faut relier tout ça. Et me souvenant aussi de ce qui s'était passé au niveau de la campagne électorale, quand en 2 mois, 3 mois, vous collectez 184 signatures d'élus, c'est quand même pas rien, que vous avez des milliers de gens qui adhèrent, parce que la société civile travaille comme un laboratoire extraordinaire. Aujourd'hui, on voit une multitude de gens expérimentés dans tous les domaines. On est de plus en plus éveillé, si vous voulez, à des questions comme la santé, comme l'alimentation, comme l'agriculture, comme toute l'architecture écologique, comment gérer l'eau, comment gérer l'énergie. La société civile travaille énormément à tout ça. Donc il y a une potentialité réelle qui est due à l'initiative de la société civile, mais comment faire que cette potentialité puisse être apparente et non pas dispersée, et voir regrouper les initiatives de façon à ce que ça devienne véritablement un mouvement. Mais un mouvement, comme nous sommes sur 3 dimensions, nous sommes sur un message qui est une charte, on ne prétend pas être la source de cette charte, nous sommes là pour servir des valeurs qui nous animent nous-mêmes déjà. On est voué et dévoué à ces valeurs-là, et on a envie de les partager avec d'autres. Et on a envie de les transmettre, on a envie de les promouvoir, puisqu'elles nous font vivre nous-mêmes. Nous n'en sommes pas la source, nous sommes simplement des âmes, des consciences qui ont envie que ce que l'humanité a généré de meilleur puisse s'instaurer, puisse devenir opérationnel, puisse aller contre ce que l'humanité a généré de pire, pour éviter justement le pire. Donc ce mouvement est destiné à ça, sensibiliser, mais aussi, Cyril vous expliquera tout à l'heure dans le détail dans quoi nous sommes engagés. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que ce message-là, sur une charte qui est une charte, on pourrait appeler ça universelle, va nous permettre, si vous voulez, de rallier le plus possible de conscience. Et nous maintenons ce que nous avions déjà proposé pendant la campagne électorale et qui était notre slogan, c'était « Appel à l'insurrection des consciences ». Parce qu'aujourd'hui, nous ne pensons pas que ce soit la gauche, la droite, toutes les catégories qui sauveront la planète. Ce qui sauvera la planète, c'est des êtres vraiment conscients, qui ont atteint une conscience suffisante pour être conscients de leur inconscience, et qui finissent par dire, voilà, nous allons construire, nous allons rassembler nos moyens, nos compétences, nos savoirs, nos savoir-faire, pour construire un monde différent. Un chantier magnifique, magnifique. Je dis souvent aux jeunes, et je les vois sourire, disant « Ah oui, on peut construire autre chose. » Mais oui, on peut construire autre chose. Bien sûr qu'on peut construire autre chose. Mais à la condition de renoncer à ce qui nous emprisonne. Et d'aller vers ce qu'on appelle l'utopie. L'utopie, vous savez, c'est pas négatif. L'utopie, c'est l'histoire de Thomas More, je crois, qui avait imaginé une cité idéale, cette cité magnifique où il fait bon vivre, tout est parfait, sauf qu'elle n'existe pas. Et c'est devenu, étymologiquement, le non-lieu. Et ce non-lieu, c'est magnifique parce qu'ils ouvrent enfin une page blanche. Enfin, on est libéré des schémas. Enfin, on rêve. Enfin, on se projette. Enfin, on ose. Enfin, on a de l'audace. On veut faire autre chose. On veut que le monde soit autre qu'il n'est. Et ne pas rester comme ça, impuissant. On cite souvent la légende du colibri. Vous savez, ces petits colibris, cet oiseau gracieux que les Amérindiens vénèrent. Et on dit qu'il y a un jour un incendie de forêt, puis tous les animaux sont comme ça, atterrés, ne sachant pas quoi faire. Par contre, le colibri, il s'active, il va aller chercher quelques gouttes d'eau, il va les jeter sur le feu, il repart, etc. Puis je crois que c'est le tatou agacé, lui dit, mais colibri, c'est pas avec ça que tu vas éteindre le feu. Il dit, je le sais, mais je fais ma part. Et je crois que ça a quelque chose de magnifique. Nous ne sommes pas impuissants. Et nous ne pouvons pas rester impuissants, parce que nous avons tous des possibilités d'agir. Et je crois que le mouvement, avec les outils dont il va se doter, va permettre finalement de se connecter à ce qui peut nous mettre en route, à ce qui peut, là où nous sommes, nous donner du pouvoir. Parce que pour le moment, l'impuissance nous paralyse complètement. Alors cette utopie, changement de paradigme obligatoire, rafistoler le modèle, non, on ne peut pas. Il est erroné sur ses bases.